le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? La sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, dans l'affaire Pasteur Tomi, on peut désormais parler de fiasco. En effet, M. Serge Boa a été manipulé et abusé par M. Denis Sassou Nguesso pour s'en débarrasser, ou plutôt pour éliminer le pasteur Tomi, qui bénéficie encore du soutien de son propre entourage. En fait, l'opération Tomi devrait servir qu'à protéger Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et leur bande. Que croit encore utile à son pouvoir M. Denis Sassou Nguesso au regard du contexte politique et des perspectives électorales de mars 2026. Or, Sassou Nguesso n'a jamais protégé quelqu'un de toute sa vie. Il a toujours manipulé, abusé, puis trahi, et au pire des cas, éliminé. Par ailleurs, le problème politique, juridique et moral que pose cette affaire Tomi, c'est que M. Serge Boa porte déjà le karma, puisqu'il a le sang de nombreux Congolais, et en particulier des innocents dans ses mains. On parle déjà de plus de 800 morts au cours de ces derniers trimestres. En plus, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En fait, la situation de Serge Oboa serait la photocopie de ce qui s'est passé en 1979 en Guinée équatoriale. Sassou a voulu servir de Serge Oboa, ou plutôt Sassou Nguesso, Jean-François Ndengue, Jean-Dominique Okemba et toute cette bande a voulu seulement se servir ou abuser ou manipuler Serge Boa comme paratonnerre. Donc ils protègent là. Donc, et ils sont maintenant propres. Et c'est Serge Boa qui a maintenant le sang de Congolais dans le pot dans ses mains. Alors que les criminels sont aussi les gens François Ndengue, les gens de Okemba et toute cette bande-là. Mais eux, ils veulent se débarrasser, laisser que, bon, ben, c'est Serge Boa, il est maintenant visible, on le sait maintenant qu'il y a que Serge Boa qui voilà, donc aujourd'hui, dans le contexte politique ou dans les perspectives de mars 2026, et même de la chute de Sassou Nguesso, maintenant, de la conscience ou dans la mémoire des Congolais, la mémoire immédiate, on pense que les criminels, c'est Serge Boa, mais on oublie Sassou Nguesso et autres. C'était le but du jeu. Donc, ils ont traité Serge Boa quelque part d'idiot. Et donc, nous devons écouter ces révélations et que après j'y reviendrai pour conclure. Explication. Faisons une lecture historique. En Guinée équatoriale, l'ancien président de la République, Mathias Nguema, l'oncle de l'actuel président Obiang Nguema, nomme Obiang Nguema chef d'état-major général. Mais dans la même période, il fait massacrer
plusieurs de ses opposants et mène même des opérations comme celle qui se passe à Brazzaville. Donc, beaucoup d'Équato-Guinéens sont tués de façon arbitraire et les gens sont dans des cris à huée et à dia pour chercher du secours partout. Et Obiang Nguema apparaît comme un grand sanguinaire, mais comprend aussi qu'il devient un danger parce qu'à n'importe quel moment, son oncle pourra se débarrasser de lui, puisqu'il aura du sang sur les mains, personne ne le plaindra. Et ça, Machiavel l'enseigne avec l'histoire de Savonarole, en s'appuyant sur ce qui s'était passé entre César Borgia et Savonarole. Donc, la leçon de Machiavel, c'est quoi? Ce qui est impopulaire, faites-le faire par une autre personne. Comme ça, cette personne attire sur elle tout ce qu'il y a de négatif. Ensuite, quand vous vous débarrassez de cette personne, vous apparaissez comme un salvateur, mais vous réglez deux problèmes à la fois. Vous avez réglé le problème criminel, laissez-moi finir, vous avez réglé le problème criminel et vous vous êtes débarrassé en même temps d'un sanguinaire devenu impopulaire. Que fait Obiang Nguema? Il renverse son oncle avant que son oncle ne le sacrifie. Ici, nous avons Monsieur Sassou Nguesso, qui est l'oncle de Serge Oboa. Une course de vitesse va s'installer entre les deux parce qu'ils ne pourront pas survivre à cette situation, tous les deux. Il faudrait que l'un des deux puisse se débarrasser de l'autre. Donc, Alors, Monsieur Serge Oboa peut-il jouer à la jurisprudence, c'est-à-dire qui s'est fait avoir par le système Sassou Nguesso, mais quoique, il peut aussi rendre justice là où il y a eu injustice, c'est-à-dire rejoindre le peuple. Certainement pas. Et pourquoi? Parce que M. Serge Oboa n'a plus de carrière, or que le système Sassou Nguesso. Pitié pour lui et pour ses enfants et petits-enfants. Quoique, écoutez ça. De payer les militaires. En juin 1979, un groupe de militaires lui réclame le paiement de leur salaire. Et pour répondre, Mathias Nguema va les faire enfermer. Et parmi les militaires qu'il va faire enfermer, il y avait le frère de Théodore Obiang Nguema, le chef de l'armée, qui est en même temps son neveu. Et Théodoro, quand il voit ça, il se dit qu'il faut agir. Il va donc décider de préparer un coup d'état. Mais le 16 juin 1979, Mathias Nguema sera informé du complot. Il va décider de tuer plus de 100 policiers, incluant le frère de Théodore Obiang Nguema. Et il y avait même des gens de sa propre famille. Heureusement pour Théodoro, son oncle n'a pas compris que c'était lui qui était derrière le coup d'état. Mais vu qu'il a fait tuer son frère, il va quand même demander à le rencontrer dans la forêt. Et en général, quand Mathias Nguema demande à rencontrer quelqu'un dans la forêt, ça se termine en assassinat. Arrivé dans la forêt, Mathias Nguema demande à son neveu: est-ce que tu comptes me trahir? Est-ce que tu m'en veux pour la mort de ton frère? Théodoro lui promet qu'il restera fidèle et il lui dit qu'il a mal, mais il comprend. Il comprend qu'il faut parfois prendre ce genre de décision. En vérité, Théodoro n'oublie pas, mais il arrive à convaincre son oncle. Mais Théodoro sait aussi que le fils de Mathias Nguema, Théonesto, est allé suivre une formation militaire à Cuba et il compte revenir en Guinée équatoriale pour prendre le poste de Théodoro. Et il sait que s'il se fait remplacer, il sera une victime de Mathias Nguema. Et c'est comme ça que Théodoro planifie encore une autre tentative de coup d'état. Théodoro fixe la date du coup d'état au 5 août 1979. Il va demander le soutien d'Omar Bongo, le président du Gabon. Omar Bongo va lui fournir quelques soldats. Il va également demander le soutien de l'Espagne, mais l'Espagne va demander à rester neutre. Il va envoyer sa femme et son fils Théodorine à Libreville le temps du coup d'état. Mais une fois de plus, Mathias Nguema sera tenu informé d'un autre coup d'état. Il faut vraiment dire que les militaires avaient énormément peur de lui. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui allait lui dire qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Et à ce moment-là, Mathias Nguema va convoquer une fois de plus son neveu. Mais cette fois-ci, Théodoro va donner beaucoup d'excuses et va dire qu'il ne pourra pas se déplacer. Et le matin du 3 août, Théodoro commence le coup d'état avec ses hommes. Et le même jour, ils auront la même mise sur Malabo, la capitale. Et ils vont au passage libérer tous les prisonniers de Black Beat. Et vous imaginez, la plupart de ces prisonniers vont se ranger du côté de Théodoro pour faire tomber Mathias Nguema. Mathias Nguema va demander à ses soldats de Bata de contre-attaquer, mais la plupart vont se ranger du côté des putschistes. Le 5 août, les hommes de Théodore Obiang Nguema ont quasiment pris le contrôle de tout le pays, malgré les affrontements qui vont faire près de 400 morts. Officiellement, Mathias Nguema
Nguema n'est plus le président de la Guinée équatoriale. Et le nouvel homme fort s'appelle Théodore Obiang Bazogo. Et l'Espagne, l'ancien pays colonisateur, va être le premier pays à reconnaître le nouveau gouvernement équato-guinéen. Et Mathias Nguema, lui, sera toujours en cavale, recherché par les putschistes. C'est seulement le 18 août qu'il sera capturé en forêt, alors qu'il tentait de fuir vers le Gabon. Il sera tout seul, complètement abandonné. Il sera emprisonné à la prison de Bata, pendant son procès. Et quelques jours après, des militaires seront arrêtés pour avoir tenté de faire un autre coup d'état pour remettre Mathias Nguema au pouvoir. Le 29 septembre 1979, le verdict tombe à 12h. Mathias Nguema est condamné à la peine de mort. Et il sera exécuté par des policiers marocains parce qu'aucun militaire équato-guinéen n'a accepté de le tuer. Ils avaient tous peur. Et pour vous dire, beaucoup d'Équato-Guinéens ne s'approchaient même pas de Mathias Nguema alors qu'il était en prison. En fait, pour la plupart, ils avaient peur de ses pouvoirs surnaturels. Mathias Nguema sera exécuté et enterré dans une fosse commune. À l'heure où je vous parle, Théodoro Obiang Bazogo, le neveu de Mathias Nguema, est toujours président de la Guinée équatoriale. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.